session qui, je vous en informe, ne durera peut-être pas jusqu'à 13 heures, mais au moins jusqu'à 12h30, et dont le titre générique était et demeure « Passé et présent de la scène maçonnique française ». Voilà. Alors vous avez ensuite, sur le programme qui vous a été communiqué, vous avez deux communications, mais voilà, on a été obligé de modifier les choses pour se situer dans une problématique nouvelle, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus en ligne avec le titre officiel de cette session, « Passé et présent de la scène maçonnique française ». Voilà. Donc, je vais demander à Alain d'exposer les modifications que nous avons été amenés à apporter. Bien, donc pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, vous savez désormais que 1717 n'a pas eu lieu en 1717, mais en 1721. Pour ceux qui suivent les mouvements complexes du Sceau du Grand Orient de France, il varie entre 1728, 1725, 1736, 1773, puis le retour en arrière. La lecture des textes fondateurs et des revues internes de grandes loges amies amène à des débats relativement impressionnants sur la date et le début des origines. Et donc, nous avons un premier problème qui est que nous avions aujourd'hui une première communication sur les cartoons, les thrillers et la franc-maçonnerie. Alors, j'étais censé animer une table ronde, mais avec moi-même. Car les TBC, qui n'est pas un grade maçonnique supérieur que nous ne connaissions pas, mais qui, en fait, sont des TB-NC. Ils n'ont pas confirmé, ou ils ne sont pas là, ou ils ont été perdus. Et donc, les organisateurs ont eu la gentillesse, hier soir pour Roger et ce matin pour Paul, de m'indiquer qu'il fallait soit annuler, soit faire autre chose. Nous avons donc décidé, par respect pour vous et pour nous, parce qu'on était là, de faire autre chose. Et donc, nous allons poursuivre du point de vue français ce qu'a été le débat sur la question des origines, ou en tout cas de la datation des origines, qui est un sujet que nous avons déjà traité au moment du 275e anniversaire de la création de l'ordre en France, dont je tiens à vous dire, pour en être le principal responsable, que c'était un produit parfaitement marketing et que, bien évidemment, il ne reposait sur des bases pas plus solides que la question de la célébration du 300e en 1717, célébration qui aura lieu en Grande-Bretagne comme en France, organisée en général avec la complicité de tous ceux qui savent très bien qu'il n'y a pas plus de 275e anniversaire que de 300e anniversaire, mais qui permettent des débats d'érudits qui ne sont pas les plus nombreux dans notre secteur comme dans d'autres, cette question. Or, la question des origines en France est une question absolument centrale, y compris dans notre relation avec les Anglais. Et pour avoir préfacé un ouvrage de Roger publié, y compris en anglais, sur la question de la régularité, sujet qui n'a pas pu être totalement abordé hier soir, je vous propose de poursuivre ce débat et d'aller de manière un peu plus approfondie sur cette question. Et puis j'ai de côté, pour ceux qui voudraient poser des questions sur les BD et le reste, alors là j'ai une communication en réel, mais qui n'était faite que pour avoir un dialogue avec mes petits camarades, et donc on fera ça éventuellement durant l'heure du déjeuner ou si vous avez des questions. Mais vous noterez aussi que l'évolution de la représentation de la maçonnerie dans les cartoons, les comics et les films a évolué selon trois processus qui se sont succédés et qui sont extrêmement différents les uns des autres. Donc on mettra ça en bonus de fin si vous le voulez, ou en communication que vous trouverez par écrit avec quelques éléments visuels, puisque dans ce cas précis, vous étiez plutôt venu entendre un débat Convar, Giacometti, Ravenne, et moi étant chargé de les titiller, ce qui malheureusement, visiblement, ne sera pas le cas, comme quoi le week-end de l'Ascension, qui est un élément laïque extrêmement puissant, a des effets relativement ravageurs, mais nos amis américains organisateurs ont sous-estimé le poids de cette conquête sociale sur les débats intellectuels. Donc je vous propose de commencer avec un petit point d'histoire qui nous ramène effectivement à
cette question de la date des origines de nos obédiences respectives, de la question de la régularité et, paradoxalement, d'un sujet encore plus hilarant qui est le débat sur la patente. Car le débat sur la patente est un sujet absolument majeur. Tout le monde est à la recherche de la patente perdue. Et pas plus que la parole, elle ne semble facile à retrouver, avec d'autant plus de facilité que pour justifier de notre régularité, sujet déjà en lui-même complexe, le débat sur la patente justifie de notre historicité, et dans un cas comme dans l'autre, nous vivons des moments que je qualifierais d'assez grande solitude, voire d'incertitude profonde. Et donc je lance la balle à Roger sur cette question régularités et patentes. Je la reprendrai sur le débat qui existait en France, notamment dans la relation avec la Grande Loge d'Angleterre, et de voir pourquoi, par exemple, contrairement à une idée répandue, nous n'avons pas rompu en 1777 avec les Anglais, parce que nous l'avions fait déjà 101 ans avant, mais que tout le monde fait semblant d'ignorer ce qu'était la nature de cette rupture, et je tiens à le dire, elle ne portait ni sur la question de Dieu, ni sur celle de l'immortalité des âmes, et encore moins sur celle des femmes. Alors, il est évident que cette question de la régularité est une question qu'on peut envisager sous deux angles. Le premier sera un angle institutionnel et que je qualifierais de politique maçonnique. Il est clair que dans le cadre d'une conférence comme celle-ci, c'est une approche que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique maçonnique. La deuxième manière de l'aborder, c'est d'essayer d'éclairer la complexité de ce problème à partir d'éléments tirés de l'histoire de la franc-maçonnerie. Et c'est la raison pour laquelle, et là j'ouvre une petite parenthèse préliminaire, je me tue personnellement avec quelques-uns. Depuis 30 ans, j'ai consacré une grande partie de mon travail et de mon énergie à essayer de faire comprendre que l'histoire maçonnique, ce n'est pas un divertissement d'érudits désœuvrés, mais que dans le cadre d'une société qui fonde sa légitimité sur une tradition et donc sur une histoire, la connaissance par les francs-maçons et l'appropriation par la franc-maçonnerie à travers ses membres de cette histoire est inévitable et fondamentale pour comprendre l'institution maçonnique elle-même. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas comprendre la franc-maçonnerie sans accepter de faire un minimum de travail intellectuel, non pas pour susciter des fantasmes et des théories fumeuses, mais pour comprendre comment le phénomène maçonnique est né. Je fais ici référence à la conférence inaugurale qui a eu lieu hier matin et qui était présidée par Margaret Jacobs, qui était à cet endroit, et qui a rappelé à quel point l'institution maçonnique, à travers son histoire, pas seulement en France, mais dans le monde entier, est une institution plastique. C'est-à-dire que, contrairement à ce que disent même les rituels maçonniques, c'est faux de penser que les loges sont fermées, que les portes sont fermées et que rien ne pénètre. Évidemment, c'est totalement faux. Tous les francs-maçons qui sont bien à l'intérieur des loges sont des hommes ou des femmes d'une certaine époque, d'un certain milieu, d'un certain pays. Ils sont totalement imprégnés et ils sont même structurés par la culture ambiante dans laquelle ils ont été élevés et à laquelle ils ont contribué. Et naturellement, cette culture est massivement présente à l'intérieur même de l'institution maçonnique. Et c'est la raison pour laquelle, à différentes époques et dans différents pays, il y a des difficultés au sein de l'univers maçonnique parce qu'en réalité, il y a autant de maçonnerie qu'il y a de cultures dans lesquelles la maçonnerie a pu se développer. Et la question de la régularité, qui peut paraître une question administrative et de pure diplomatie maçonnique, n'est en réalité qu'un des multiples aspects de ce problème. C'est-à-dire que nous avons eu, au cours du XIXe siècle, en Europe, car le problème est essentiellement un problème européen. Arrêtons de dire que la maçonnerie est universelle, ce n'est pas vrai. C'est un phénomène de l'Occident, c'est un phénomène purement occidental. 95% des effectifs de la maçonnerie mondiale sont en Occident, ce n'est pas un phénomène de l'Orient. Bien sûr, il y a des loges en Inde, bien sûr, il y a des loges au Japon, bien sûr, ok, on est tout à fait d'accord, mais ce sont des phénomènes tout à fait marginaux et qui sont sans rapport avec la culture ambiante de ces pays, et la maçonnerie
maçonnerie est clairement dans ces pays-là un corps étranger. Elle est le pur produit de la culture judéo-chrétienne occidentale. Mais ça fait déjà quelque chose d'assez important. Or, il se trouve qu'au cours du XIXe siècle, en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire là où on trouve, je le répète, 98% des effectifs de la maçonnerie dans le monde entier, la montée en puissance des États-nations, qui n'est pas du tout un problème maçonnique, qui est un problème de géopolitique générale. La montée en puissance des États-nations, et d'ailleurs dans une série d'ouvrages qu'il a consacrés à la maçonnerie européenne récemment, Yves Hiver-Messeka, qui vient de terminer cette magnifique suite, le documente extrêmement bien. La montée en puissance des États-nations a été accompagnée par une montée en puissance de la séparation des grandes loges en fonction des cultures nationales. Et on peut dire que le débat qui, depuis le premier tiers du XXe siècle, a pris une forme particulière à propos des critères de reconnaissance qui divisent le monde maçonnique mondial en maçonnerie régulière et reconnue par les puissances anglo-saxonnes, ce qui représente quand même 90% de la maçonnerie mondiale, et puis les autres. Eh bien, ce débat-là, en fait, n'est que l'illustration de ce qui s'est produit au cours et le résultat, le produit de ce qui s'est produit, de ce qui s'est effectué en Europe au cours du XIXe siècle, c'est-à-dire la montée des États-nations qui font que les cultures nationales s'identifient à des institutions politiques et de la même manière, les cultures nationales maçonniques se sont identifiées à des grandes loges qui se sont instituées comme des puissances avec évidemment des préoccupations d'influence, de domination. Et donc c'est dans ce cadre géopolitique et non pas dans un cadre philosophique ou dans un cadre religieux qu'il faut avant toute chose considérer la séparation qui existe aujourd'hui encore entre ces grandes loges. Et du reste, cet après-midi, dans une courte communication d'une session qui aura lieu dans la salle 70, je présenterai un exemple très particulier d'un système maçonnique français qui a été mis au point, développé, structuré au cours du XVIIIe siècle en France, qui a été définitivement achevé 40 ans avant la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre, un siècle et demi avant la promulgation des critères de 1929, et ce système maçonnique qui viole totalement tous les principes anglais de la régularité, mais pas du tout parce que c'est un système maçonnique qui aurait abandonné les formes maçonniques, qui serait devenu laïque, qui aurait renoncé à la croyance obligatoire en Dieu, en l'immortalité de l'âme. Non, pas du tout. C'est parce que c'est un système maçonnique qui exige que l'on soit chrétien, qui affirme que la maçonnerie n'est pas en 3 mais en 4 grades et qui soumet les loges bleues à l'autorité des hauts grades. C'est-à-dire une violation totale des principes majeurs de 1929. Sauf que ce système-là préexiste 40 ans avant la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre, 150 ans avant la publication des critères de 1929. Si bien que si l'on se place du point de vue de l'histoire, encore une fois, et pas du point de vue de la politique maçonnique, le système maçonnique en question, qui s'appelle le régime écossais rectifié, est absolument irrégulier au regard des critères promulgués au XXe siècle par la Grande Loge Unie d'Angleterre, mais le vrai sujet n'est pas celui-là, c'est qu'au regard des critères de ce système maçonnique qui s'ancre dans la plus ancienne tradition maçonnique française et qui a précédé de plusieurs décennies ou d'un siècle et demi les critères actuels de la régularité anglo-saxonne, au regard du régime écossais rectifié, c'est la régularité maçonnique anglo-saxonne qui est totalement irrégulière. Et donc, cet exemple paradoxal, c'est-à-dire qu'avant la Grande Loge Unie d'Angleterre, il y a un système qui, en fait, expulse totalement la maçonnerie anglaise de la régularité maçonnique. Cet exemple un peu extrême, mais qui ne fait que résulter d'une lecture purement objective de l'histoire, permet de montrer, et c'est un petit peu ce que nous allons essayer d'illustrer, que cette question de la régularité maçonnique et des relations maçonniques internationales, qu'on croit être simple,
Parce qu'on ignore l'histoire, et je reviens à mon propos initial, qu'on croit être simple, parce qu'on ignore la complexité extraordinaire et d'ailleurs passionnante de l'histoire maçonnique en général, en fait, cette question de la régularité et des relations maçonniques internationales est beaucoup plus subtile, nécessite une analyse beaucoup plus subtile et beaucoup plus sophistiquée qu'on ne l'imagine. Alors, pour répondre plus précisément à la perche que me tendait à l'instant Alain Boer, pour illustrer cette affaire-là, on peut prendre un exemple assez simple, qui est la vie quotidienne des débats autour de la légitimité maçonnique dans un pays comme le nôtre. C'est la question des patentes. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est un débat qui est extraordinairement français. C'est-à-dire que dans la plupart des pays étrangers où la maçonnerie est fortement établie, cette question des patentes n'apparaît quasiment jamais. La question que se posent en permanence différentes autorités maçonniques françaises, c'est est-ce que nous avons la patente, la vraie patente, la plus ancienne patente? C'est-à-dire qu'il y a un document fondateur, un document écrit, un parchemin, un bout de papier sur lequel quelqu'un, un jour, a écrit quelque chose, et ça fixe pour l'éternité la loi maçonnique, et on ne peut plus rien faire si, d'une manière ou d'une autre, on n'arrive pas à montrer que, par des chemins parfois très improbables, on se rattache à ce document fondateur. Alors, il faut quand même dire une chose. Alors, ça veut dire que la légitimité maçonnique rejoint une question très intéressante d'ailleurs de l'histoire, des sciences auxiliaires de l'histoire, qu'on appelle la diplomatique. La diplomatique, c'est la science des diplômes, c'est la science des traités, c'est la science des documents. Et donc la diplomatique, c'est une chose qui est essentiellement administrative. Et donc aujourd'hui, on en viendrait à croire que la légitimité maçonnique est fondée sur une question administrative. Comment pouvez-vous montrer matériellement votre rattachement aux documents fondateurs? Et effectivement, les grands rites maçonniques qui sont représentés en France se rattachent qui a un document fondateur, qui a un héros éponyme qui, pour la première fois, a écrit sur un papier que le rite était fondé, et il faut se rattacher à cette authenticité initiale. Le moment est venu de le dire. Au regard de l'historien, il est extrêmement facile, c'est même un jeu d'enfant, de montrer que la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des patentes, entre guillemets, fondatrices des grands rites maçonniques sont tous soit des faux grossiers, soit des documents qui n'ont jamais existé. Et c'est bien normal, parce qu'on peut dire des patentes ce qu'on peut dire des grades. Là aussi, ça nous montre, ça nous désigne un sujet d'étude qui est extrêmement intéressant. Une donnée fondamentale, une donnée quotidienne de l'histoire maçonnique, c'est de dire il y a une multitude de grades dans l'univers maçonnique et vous ne pouvez pas exciper de la possession d'un grade si vous ne l'avez pas reçu par quelqu'un qui l'avait reçu lui-même. Alors ça, c'est une donnée fondamentale de la conception maçonnique du monde. Mais comme l'avait déjà montré Aristote 5 siècles avant notre ère, on ne peut pas remonter à l'infini. Ça veut dire qu'un jour, il y a un personnage dont le nom d'ailleurs généralement ne nous est pas parvenu. On a quelques noms, mais on en a que très peu, qui a dit « Eh bien voilà, je crée ce grade maçonnique. Et maintenant, personne ne me l'a donné, personne ne me l'a conféré. Par l'autorité qui est la mienne et que je m'accorde, je décide de créer un grade maçonnique. Mais attention, à partir de maintenant, personne au monde ne pourra prétendre posséder légitimement ce grade maçonnique s'il ne possède pas un document qui démontre qu'il descend de moi. » Ça veut dire que le document, c'est initialement, par exemple, vous savez très bien, en 1740, autour de 1740 à Paris, on connaît les 3 premiers grades et on a un document de 1745 qui montre qu'au moins à Paris, au moins dans la loge du comte de Clermont, qui est fraîchement grand maître, non pas de la Grande Loge de France, mais grand maître des loges régulières du royaume, on pratique au moins 4 grades après le grade de maître. Bon, peut-être un petit peu plus, il y a une phrase qui est un peu ambiguë. Disons au maximum une dizaine de grades. Si vous vous projetez 20 ans après, il y a 50, 60 grades.
qui existent dans l'univers maçonnique français. Comment sont-ils apparus? Mais parce que des gens comme vous et moi ont décidé dans leur coin de les inventer, de les créer de toutes pièces. Donc la maçonnerie n'est qu'une création permanente. Et d'ailleurs, observez que ce processus continue. Au cours du XXe siècle, et il y a encore une quinzaine d'années, les Anglais ont inventé des grades nouveaux. Par exemple, en 2005, l'ordre maçonnique d'Athelstan, qui a aujourd'hui un très grand succès parmi les maçons anglais, a été inventé de toutes pièces. Et d'ailleurs, ils n'en font aucun mystère. Nous étions un certain nombre à nous réunir régulièrement, disent-ils, pour nous intéresser aux légendes saxonnes de fondation des royaumes de Grande-Bretagne. Et au bout de quelques années de travail, nous avons décidé d'en faire un ordre maçonnique. Mais attention, maintenant, il n'est pas question de fonder une cour de l'ordre maçonnique d'Athelstan sans avoir une patente qui remonte à la patente de fondation, c'est-à-dire à la décision qu'ont prise un certain nombre de personnes de fonder ces grades. Donc vous voyez que quand on essaie, on pourrait prendre plein d'autres exemples, mais quand on essaie de porter un regard distancé d'historiens, nous ne sommes pas encore une fois en train de dire qui a raison, qui a tort, on est pour, on est contre. Ces débats-là n'ont aucun intérêt ici. Quand on essaie de poser un regard distancé d'historiens, tous les discours qui affichent l'exclusive légitimité de tel ou tel ne tiennent pas un quart de seconde. Parce que ceux qui, aujourd'hui, ou en 1929 ou en 1877, disent la vérité de Londres, sont dans l'erreur par rapport à un texte de 1775 qui est français et qui les précède de plus d'un siècle. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors, ça veut donc dire qu'il faut admettre, quand on a procédé à cette déconstruction globale de l'univers maçonnique. Il faut admettre que la maçonnerie, ça n'est pas n'importe quoi. N'importe quoi ne peut pas se qualifier de maçonnique. La maçonnerie répond à un certain nombre de critères phénoménologiques qu'on peut repérer et qui font que quand on regarde une organisation, quand on regarde comment elle est structurée, quand on regarde de quoi elle parle, comment elle fonctionne à l'intérieur, on se dit « Ah, ça, clairement, c'est de la maçonnerie ». Et il ne s'agit pas d'une liste de critères ou d'une liste de landmarks, dont la liste n'a jamais été admise par tout le monde. Mais nous savons très bien que des gens qui se réunissent dans des loges, qui distribuent des grades d'apprentis, de compagnons de maître, qui le font avec des cérémonies dont la structure se retrouve dans tous les rites, nous savons que tous ces gens-là sont des francs-maçons. Donc la franc-maçonnerie, ça n'est pas n'importe quoi. Mais il y a le phénomène maçonnique que l'on peut, d'un point de vue phénoménologique, j'allais dire, en le suspendant en l'air, qu'on peut parfaitement décrire et définir sans aucune difficulté. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler l'incarnation historique de la franc-maçonnerie. Et c'est là que la difficulté vient. Et je pense, et je termine ce propos liminaire, la difficulté vient de ce que j'ai évoqué, me semble-t-il. Il y a plusieurs raisons aux difficultés qui ont pu apparaître au cours de l'histoire. Mais la difficulté majeure, à mon sens, elle vient de ce que j'ai évoqué au début de mon intervention, c'est-à-dire la géopolitique de l'Europe au XIXe siècle, qui, par la montée en puissance des États-nations, a conduit les grandes loges et les obédiences maçonniques dans les différents pays d'Europe à s'identifier, en quelque sorte, à un État-nation et à une puissance qui, naturellement, entretient des relations géopolitiques plus ou moins conflictuelles avec les autres. Mais quand on se transporte, et je pense que là encore, c'est une des preuves de l'utilité du regard historique et de sa fécondité. Quand on se transporte au XVIIIe siècle, qui, de l'aveu général, est le siècle d'or de la franc-maçonnerie, on peut faire plusieurs constats. Premier constat, c'est que, au moins jusque dans le cours des années 1750, la franc-maçonnerie française et la franc-maçonnerie britannique sont totalement identiques. Quand je dis qu'elles sont totalement identiques, ça ne veut pas dire qu'on fait exactement à Paris ce qu'on fait à Londres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, on ne fait pas non plus à Lyon, à Metz ou à Marseille la même chose que l'on fait à Paris, et que les variantes locales du territoire français sont peut-être plus importantes que les variantes qui peuvent exister entre Paris et Londres. Globalement, jusqu'au début des années 1750, milieu des années 1750, la franc-maçonnerie française et la franc-maçonnerie britannique sont identiques et il y a en permanence des allers-retours entre les deux. Par exemple, on sait très bien que certains grades apparaissent
à Paris et ensuite se retrouve à Londres. On possède à la Bibliothèque nationale notamment un manuscrit d'un grade d'Écossais de cette époque où en mention manuscrite, un des propriétaires du texte, probablement aux alentours de 1750, dit « J'ai 2 fois en l'espace de 3 mois reçu ce même grade, une fois à Paris, une fois à Londres ». Donc ça, c'est la chose la plus importante. Il est clair, il est largement documenté que ce qu'on peut appeler la tradition de la première franc-maçonnerie spéculative organisée a été cofondée dans une relation dialectique permanente en Grande-Bretagne et en France avant 1750. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il est probable que le moment où la divergence a commencé, c'est la fin des années 1750. Et là encore, la raison fondamentale n'est pas une raison maçonnique, mais une raison géopolitique. 1757, 1756, 1763, c'est la guerre de 7 ans. Et cette guerre de 7 ans est quelque chose de fondamental qui introduit une rupture profonde entre l'Angleterre et la France. Et comme par hasard, alors que la maçonnerie est extrêmement répandue dans les armées, que les loges régimentaires ont largement contribué à répandre la franc-maçonnerie, à l'arrivée, c'est-à-dire après 1763, on trouve beaucoup d'innovations sur le continent qui ne sont pas connues en Angleterre. Donc ça veut dire qu'il y a eu une rupture probablement liée à un événement géopolitique. Mais le deuxième point important, la deuxième caractéristique importante de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, c'est précisément qu'elle ignore les frontières nationales. Et au XVIIIe siècle, quand on parle de régularité, et c'est ce que j'ai essayé de documenter dans le livre dont parlait tout à l'heure Alain Boer, quand on parle de régularité, et on parle de régularité en franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, on n'entend pas du tout ce mot comme nous l'entendons aujourd'hui. Ça, c'est un piège, je dirais, pour étudiants en première année d'histoire. Se méfier de la signification d'un mot qui demeure matériellement le même, mais dont la signification évolue considérablement au cours du temps. Ça, c'est fondamental. Si on ne prend pas garde à ce point-là, on commet des erreurs et des contresens terribles. Donc, en effet, on parle de régularité au XVIIIe siècle, aussi bien en France qu'en Angleterre. Mais il faut regarder ce que ça veut dire, régularité. Très bien, vous parlez de régularité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loge régulière pour la Grande Loge d'Angleterre vers 1750 ? Mais on le sait, une loge régulière, c'est une loge qui a demandé à la Grande Loge l'autorisation de travailler, qui a reçu cette autorisation à travers un document qui est la patente et qui paie des droits tous les ans à la Grande Loge. Point barre. Vous ne trouverez jamais, à aucun endroit, dans aucun document, aucune autre définition de la régularité en Angleterre au XVIIIe siècle. Jamais, nulle part. Si quelqu'un un jour trouve une définition différente, il faut absolument faire une publication. Et dans la revue Renaissance traditionnelle, nous lui ouvrons toutes nos colonnes, car ce sera un scoop. Et le deuxième point important, s'agissant donc de cette régularité anglo-saxonne, c'est non seulement le fait qu'elle ne correspond à aucune définition philosophique d'aucune sorte, mais elle ne connaît pas les frontières nationales. C'est-à-dire que lorsque on le voit très bien, et un historien comme Pierre-Yves Beaurepaire, qui depuis une vingtaine d'années a beaucoup documenté l'histoire des réseaux de sociabilité en Europe au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, et qui a montré à quel point la franc-maçonnerie était à un degré exemplaire, l'un de ces grands réseaux de sociabilité, Pierre-Yves Beaurepaire montre très bien qu'un franc-maçon au XVIIIe siècle, il n'est pas porteur d'une image obédientielle. Il se balade dans l'Europe entière. Pourquoi ? Parce que les francs-maçons appartiennent quand même aux classes sociales relativement favorisées et que, contrairement à ce qu'on pense, au XVIIIe siècle, on circule beaucoup. Les routes en France et dans les principaux pays européens sont de bonne qualité. C'est les guerres de l'Empire qui vont les détruire complètement. Mais on circule très facilement. Il y a des relais de poste. C'est très facile de circuler en France et même en Europe à cette époque. Et la maçonnerie s'échange de cette manière-là. Et donc, on a une abondante correspondance entre les francs-maçons du XVIIIe siècle, entre les francs-maçons anglais, des francs-maçons français, des francs-maçons allemands, italiens, espagnols, suédois. Et on se dit, mais comment s'organisent les relations maçonniques ? Mais c'est très simple. Vous êtes franc-maçon parce que vous avez été initié dans une loge maçonnique. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne demande jamais
à aucun franc-maçon de montrer sa carte de la Grande Loge de je ne sais quoi ou du Grand Orient de je ne sais quoi. C'est une notion qui n'existe pas. Et du reste, comme je vous le rappelais tout à l'heure, le grand maître français de 1743 à 1771, c'est-à-dire le comte de Clermont, ne portera jamais le titre de grand maître de la Grande Loge de France, mais grand maître des loges régulières du royaume. C'est quoi les loges régulières du royaume? C'est les loges qui ont demandé une patente, qui ont obtenu cette patente et qui ont payé un droit de chancellerie et rien de plus. Et le dernier exemple qu'on peut donner de cette situation, c'est celle notamment des guerres. Je parlais de l'importance de la maçonnerie militaire. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de guerres au XVIIIe siècle, entre l'Angleterre, l'Allemagne, la France, mais évidemment sous l'Empire. Et on a un exemple extraordinaire pour vous montrer jusqu'où les choses peuvent aller, c'est-à-dire jusqu'où l'ignorance des institutions et des frontières nationales pouvait exister au XVIIIe siècle. On a un document qui émanent de prisonniers de guerre français, d'officiers français, qui ont été détenus en Angleterre au moment des guerres de l'Empire. Ils sont d'ailleurs détenus souvent dans des conditions assez terribles, sur des pontons. Ce sont des conditions de détention assez dures. Mais ces hommes résistent, ce sont des militaires aguerris qui ont connu des guerres difficiles. Et beaucoup d'entre eux, parce que la maçonnerie impériale, c'est l'Empire, c'est l'âge d'or, le grand âge d'or de la franc-maçonnerie, la plupart de ces officiers sont francs-maçons. Et comme ils n'ont rien à faire sur les pontons, ils organisent des loges. Nous avons d'ailleurs des documents venant de ces loges qui sont assez émouvants, parce qu'on voit ces frères qui font des décors, qui font des diplômes avec rien, avec des bouts de ficelle et des morceaux de bois. Bon, mais ils font des loges. Et alors, c'est extraordinaire parce que dans l'esprit d'un maçon du XVIIIe siècle, ils se disent, nous sommes prisonniers, nous sommes sur un ponton, nous avons fait une loge. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de faire est bien régulier? C'est extraordinaire qu'ils se posent cette question-là. Et que vont-ils faire? Ils disent, il faut que nous soyons réguliers. Mais n'oublions pas, qu'est-ce que veut dire régulier? Ça veut dire avoir reçu une patente d'une grande loge connue et payer des droits de chancellerie à la grande loge. Ils sont en Angleterre, ils sont sur un ponton, ils sont prisonniers de guerre. Et ils sont membres du Grand Orient de France. Ils sont membres du Grand Orient de France. Qu'est-ce qu'ils font? À qui vont-ils demander une patente? Les deux pays sont en guerre, dans une guerre féroce. Et on a un document qui nous reste, qui nous est parvenu, qui est un document incroyable. Une patente, encore une patente, qui dit, et qui est la patente de cette loge, au nom et sous les auspices du Grand Orient de France. C'est logique, ils sont membres du Grand Orient de France. Mais ils sont prisonniers en Angleterre. Et en dessous, et sous la protection immédiate du grand maître de la Grande Loge d'Angleterre. C'est-à-dire que deux pays qui étaient engagés dans un conflit terrible, et qui va durer, comme vous le savez, plus de 10 ans, ces deux pays sont capables les autorités maçonniques de ce pays sont capables de produire une patente conjointe en disant, ben voilà, vous dépendez à la fois de la régularité administrative de votre obédience d'origine et de celle de l'autorité maçonnique en Angleterre. À aucun moment, on ne leur pose d'autres questions. Et à partir de ce moment-là, dans l'esprit d'un maçon du XVIIIe siècle, ce qu'ils font est régulier parce qu'ils ont demandé l'autorisation aux autorités reconnues, que ce soit les autorités anglaises ou que ce soit les autorités françaises. Simplement, je termine pour dire que dans un pays, dans une époque où nous avons fait l'Union européenne, même si les Anglais sont en train de la quitter, mais de la quitter, même, en tout cas, nous sommes dans une Europe en paix, nous ne sommes plus en guerre militaire avec les Anglais, ni avec les Allemands, beaucoup d'événements ont passé. Eh bien, dans cette réalité pacifique de coopération, d'amitié des peuples, qui est la réalité de l'Europe contemporaine, observez que ce que faisaient les prisonniers de guerre français en Angleterre au XVIIIe siècle, à l'époque où ces deux pays étaient engagés dans une guerre féroce, eh bien, ce qu'ils pouvaient faire, aujourd'hui, nous ne pouvons plus le faire. Donc ça fait partie des questions que nous devons nous adresser et qu'en fait, l'histoire nous adresse. Alors, pour rebondir sur cette partie franco-anglaise, il faut d'abord se rappeler que
une partie des problématiques que nous rencontrons en France comme en Angleterre, comme dans tous les pays qui ont vu naître une maçonnerie et qui désormais en ont plusieurs, c'est que la franc-maçonnerie, l'ordre maçonnique, est marqué par au moins 2 maladies congénitales et infantiles. La première, c'est la sissiparité compulsive. 1 maçon, 2 obédiences, 3 rites, 4 scissions. Il est parfaitement impossible, où que ce soit d'ailleurs dans le monde, y compris en Angleterre ou aux États-Unis, de ne pas trouver une foultitude d'obédiences ou de loges dites indépendantes ou de structures provisoires et plus ou moins informelles qui sont censées toutes faire de la franc-maçonnerie. En France, par exemple, on en avait trouvé 800. Je rappelle qu'officiellement, il y a une vingtaine d'obédiences à peu près identifiées, le reste est un mystère. Et donc, c'est un des premiers problèmes auxquels il faut traiter, c'est que de toute façon, il y a la pulsion égotique traditionnelle, et cette pulsion n'est pas limitée à la position de grand maître, elle est assez largement répandue. La deuxième, c'est la numérologie. Au départ, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a 2 grades et pas 3. Apprentis et compagnons acceptés, éventuellement le Cowan, le manœuvre qui n'a pas trouvé son espace maçonnique mais qui était dans l'opératif, que le maître de loge était plutôt le donneur d'ordre qu'un grade, qu'il l'est devenu tardivement d'ailleurs, et puis que tout ça allait très bien. Alors chacun a immédiatement pensé qu'il fallait faire des grades supplémentaires. Les uns à côté, les Anglais, les side degrees, les autres au-dessus, les Français, les grades dits supérieurs, voire même de perfection. Et que ces 2 processus ont amené mécaniquement à des augmentations assez importantes du nombre de grades, puisqu'on en a eu d'abord une dizaine, puis une vingtaine, puis 25, puis 30, puis 33, et certains sont même allés jusqu'à 99, en attendant que quelqu'un crée une obédience à 100, dont je suis persuadé qu'elle attirait immédiatement un grand nombre de nouveaux adhérents. Or, ces créations multiples ont donné lieu à des processus relativement développés. Premier processus qui a été celui de la mise en ordre. Car en Angleterre, notamment dans la partie réunification des 2 grandes loges amenant à la création de la Grande Loge Unie et du rite émulation, comme en France avec le travail remarquable de Rottier de Montalot, il y a un travail de mise en ordre des grades. Et il faut lire les procès-verbaux de la Chambre des grades sur l'art et la manière de mettre de l'ordre dans les grades. Donc, Rottier de Montalot préside cette chambre et reçoit des rapports, par exemple, sur le grade d'écossais. Et donc, il dit « Ah, nous avons 7 grades d'écossais. » Alors voilà les 7 rituels. Alors celui-là, il est un peu trop christique. Celui-là, il est quand même très, très marqué. Celui-là, non, c'est pas possible. Voilà. Alors, on va faire un mélange de celui-ci, celui-là et celui-là. Et nous allons donc créer un nouveau grade qui sera placé en 12 ou 14, on verra plus tard. Et vous avez, de procès-verbaux en procès-verbaux, la création d'une structuration centralisée d'un espace maçonnique supposément cohérent, administratif, à la française, c'est-à-dire très ordonné et très monarchique, très ordonné au sens de l'ordre venu du haut et s'appliquant en bas, jusqu'au moment où il se trouve face à une difficulté qui est de dire « mais de toute façon, une fois que j'aurai fait ça, ils vont m'en créer des nouveaux ». Donc il crée, dans un espace qui n'est pas prévu, un 5e ordre. Alors le 5e ordre est assez facile, il regroupera tous les ordres, rites et machins de tous les systèmes connus, présent, futur et à venir. De toute façon, il est au-dessus. Et celui-là est lui-même redécoupé en tout petits morceaux qui permettent d'envisager avec une certaine sérénité les pulsions irrésistibles de création de nouveaux dispositifs. Ces 2 éléments-là ne sont pas liés à la diplomatie, ils sont liés à la nature profonde des frères et des sœurs qui, dans des moments un peu particuliers, ont envie d'explorer des voies inconnues et surtout supérieures aux autres. Le deuxième parti, c'est qu'au-delà de la diplomatique, il y a la diplomatie. Et la diplomatie, comme l'a rappelé Roger, c'est à la fois un phénomène qui est une longue et difficile guerre qui permet de voir apparaître la maçonnerie dite de ponton, puisque c'est son nom, mais aussi de voir apparaître des événements. Et l'un des événements les plus marquants de la difficile relation franco-britannique va être la création d'une loge et la reconnaissance d'une loge dans les Pays-Bas autrichiens, en français courant, la Belgique.
Et donc, cette création se passe avec un conflit, car les deux juridictions principales considèrent qu'elles ont le droit non seulement de donner des patentes à des loges nationales, voire même binationales, mais qu'elles ont aussi le droit de créer des patentes et des loges dans des endroits où il n'y en a pas. C'est la rupture de la clause de nationalité et il se produit un événement, c'est que la Grande Loge d'Angleterre décide unilatéralement qu'elle est Grande Loge du monde. Ce qui agace beaucoup les Français, qui ont à peu près la même pulsion irrésistible visant à dire qu'eux aussi peuvent régenter le monde. Alors pourquoi le disent-ils ? D'abord parce qu'ils ont trouvé des gens qui leur ont expliqué qu'en 1680 à Saint-Germain-en-Laye, bon d'accord, ce n'étaient pas des Français, c'était des Écossais réfugiés, mais quand même, il y avait déjà des loges maçonniques, et 1680, on peut discuter du fait que quand même, on a l'ancienneté. Bon, d'accord, avec des immigrés, mais c'est pas grave, on naturalise, et puis on n'en parle plus. Deuxièmement, il y a un débat assez complexe sur la question de l'autorité territoriale. Et déjà, autant on est à peu près d'accord pour dire que les Français ne vont pas créer une loge en Angleterre, sauf avec l'autorisation, et que les Anglais ne vont pas faire la même chose en France, même si on a eu en 1725 un ancien grand maître britannique qui s'est laissé un peu aller à créer une obédience ou une loge, en tout cas en France, même si en 1728, on arrive à identifier dans le nord de la France, dans les ports qui font du commerce avec la Grande-Bretagne, etc., des morceaux d'obédience. Il y a un débat sur la nature de terra nullius. Est-ce qu'on a le droit de créer des trucs quand on y va ? Et donc, autant cette question ne s'était jamais posée quand les loges étaient créées un peu sui generis par des militaires ou des commerçants, autant la structuration et la mise en ordre de la maçonnerie, la régulation du chaos par l'ordre ici et là, va créer une concurrence. Alors, pas avec d'autres d'ailleurs, cette concurrence se limite à la France et la Grande-Bretagne, mais elle va se développer assez rapidement. Aujourd'hui, on en trouve des exemples beaucoup plus difficiles, par exemple avec les loges mexicaines hispaniques aux États-Unis, qui mettent en cause tous les critères de territorialité, ou des loges qui accueillaient des Noirs aux États-Unis au moment où les loges blanches étaient racialement, elles le sont toujours un peu d'ailleurs, racialement extrêmement marquées. Et notamment une problématique avec la Grande Loge de Louisiane, sur laquelle nos amis américains ont beaucoup écrit d'ailleurs, puisqu'il se trouvait qu'elle avait demandé la reconnaissance du Grand Orient, alors même qu'elle était dans une situation d'accueillir des frères qui n'étaient pas tous particulièrement pâles. Et puis le troisième sujet, qui est le plus reproché par la Grande Loge d'Angleterre à la France, c'est le soutien des Français aux insurgents américains. Alors certes, Benjamin Franklin a fait son œuvre, mais par ailleurs, il y a eu le financement, l'armement de cargaisons, de bateaux, d'équipements militaires pour aider les insurgés américains. Alors c'est un effet de la guerre qui vient d'être rappelé, car tout a toujours une revanche. Et puis c'est aussi un intérêt pour la France de préserver ses propres intérêts alors qu'elle est en conflit avec la Grande-Bretagne, un peu plus haut au Canada, et qu'elle essaye de trouver ici une revanche sur les autres. Or, les francs-maçons français sont très impliqués dans la guerre, et donc dans une des rencontres qui va sceller la rupture des relations officielles, obédientielles, entre la Grande Loge d'Angleterre et le futur Grand Orient de France, ou la première Grande Loge en France, qui n'est pas la première Grande Loge de France, même si je n'entre pas dans les critères d'ancienneté de la Grande Loge de France, qui vient du fin fond des cavernes, puisque j'ai lu ça dans le document du 150aire du rite écossais, je crois. Donc, je prends en compte toutes leurs revendications et je n'en discute aucune. La problématique a donc été assez rapidement d'une rupture franche et nette, non pas en 1877 à cause de la pseudo-décision du Grand Orient de France de mettre fin à l'immortalité de l'âme et à la croyance en Dieu obligatoire, mais bien 100 ans avant. La différence entre 1776 et 1877, c'est qu'entre les deux, les obédiences ne se parlaient pas, mais les loges étaient assez libres de leurs interrelations. Après 1877, ça s'est beaucoup tari, mais en fait, il faut le rappeler, le moment le plus important de la rupture, ce n'est pas 1877 non plus. C'est le départ de la France, du commandement intégré de l'OTAN, au moment où la plupart des dizaines de milliers de militaires américains, anglais, qui sont en France et qui fréquentent les loges françaises, sont envoyés en Belgique par la décision du général de Gaulle de recouvrer l'indépendance militaire de la France, en tout cas du point de vue qui est le sien. Et là, il y a une vraie rupture, car
à cette époque-là, il y a encore une trentaine de grandes loges américaines qui ont continué à avoir des relations avec un monstre aussi abominable que le Grand Orient de France, ou des fréquentations aussi terribles qu'aller au droit humain, des fois que ça soit contagieux. Donc, process qui est marqué par la grande politique, beaucoup plus que par la simple concurrence territoriale. Et donc, il y a un enchevêtrement relativement important. Pourquoi ? Parce que la Grande Loge d'Angleterre est l'outil le plus fort de la monarchie britannique pour remettre en état un pays qui a été marqué par 2 siècles de guerre civile et de guerre de religion, et parce que l'outil a été créé avec un enjeu, un objectif, qui était, pour un pays qui avait raté les Lumières, de rattraper son retard et de renforcer ça. Et donc, quand on voit ce qu'a été le rôle des uns et des autres, notamment les fondateurs de la Grande Loge anglaise, même s'ils étaient écossais, comme Moray, même s'ils ont été dans des solutions plus opératives que spéculatives, comme Wren, même s'ils ont été des agents politiques extrêmement importants, comme des Aguliers, même si le rôle de Newton, qui était une sorte de maçon sans tablier ou de grand maître sans initiation, mérite d'être signalé, c'est qu'on se rend bien compte assez rapidement que c'est ça. Et quand Napoléon explique pourquoi il a voulu créer une franc-maçonnerie impériale, il dit dans un écho, une de ses rares lettres, je ne tranche pas ici le fait de savoir s'il a ou pas été initié, comme d'autres, on peut être chef sans être passé par les parcours intermédiaires. Ça se fait beaucoup. En tout cas, ça se faisait pas trop mal à l'époque. Mais il dit, je lis tous les jours la Gazette de Londres. J'ai bien compris que ce truc-là était extrêmement utile et que c'était la colonne vertébrale de la monarchie britannique. Je veux la même pour l'Empire. Et d'ailleurs, comme le rappelait Roger, 100% des maréchaux, 100% des généraux, 66% des capitaines de l'armée impériale sont des frères. C'est donc une mécanique impérieuse. L'université impériale a un grand maître, pas un grand chancelier ou un recteur. Et donc tout le processus est d'un décalque où la maçonnerie est censée être la colonne vertébrale de l'Empire, comme elle l'est pour la monarchie britannique. Et donc ces deux phénomènes-là se cumulent. Et il y a une compétition parce que, fondamentalement, les deux maisons se ressemblent d'une manière absolument incroyable. Même si elles pratiquent de manière avec des nuances et des divergences, nous savons par exemple que les premiers rituels dits du rite français, c'est le rite d'Anderson traduit. Mal traduit, mais traduit. Et donc, on voit bien à quel point il y a des calques. Ensuite, il y a divergence. Divergence side degrees au grade. Divergence sur la restructuration des contenus, concurrence territoriale, concurrence politique, concurrence impériale au sens de l'international. Et puis, il y a aussi des curiosités amusantes. Par exemple, pendant longtemps, on a estimé que l'élément le plus frappant de ce qui changeait entre les Français et les Anglais, c'était la position du J et du B sur les colonnes. Alors, au début, comme tout le monde, j'ai écouté des gens extrêmement intelligents, instruits, érudits, m'expliquaient qu'il y avait des raisons philosophiques fondamentales sur la relation entre la place de la colonne J et de la colonne B, qu'il fallait prendre ça dans une configuration extraordinairement ésotérique, voire même herméneutique. Et bref, quelques centaines de pages plus tard sur le sujet, j'avais comme un sentiment de oui, d'accord, mais enfin, pourquoi ? À moins que Salomon lui-même ou Hiram, l'architecte, ait eu la gentillesse de vous expliquer pourquoi le J était à gauche et le B à droite ou l'inverse. Voilà. Bon, il y a des tas de gens qui pensent d'ailleurs qu'on est dans un temple alors qu'on est dans le péristyle et qu'il y a un plafond alors qu'il n'y a qu'une voûte étoilée. Mais comme la lecture du rituel n'amène pas systématiquement à l'intériorisation de l'espace, on a des petits soucis. Et puis un jour, un de nos collègues américains, par ailleurs espion, un des plus grands spécialistes de la cryptographie à la NSA, alors avant les révélations de M. Snowden, donc il n'est pas directement concerné, mais quand même, a écrit un ouvrage remarquable dans une revue qui s'appelle Eredom sur pourquoi est-ce que les colonnes J et B ont bougé. Alors tout le monde regarde avec intérêt cette affaire, et voici cette histoire qui malheureusement n'est pas très ésotérique, mais peut vous éclairer sur la difficulté qu'il y a à croire la vérité, même sur l'affaire de 1717, alors même que les symboles sont tellement plus beaux. Et c'est vrai que la vérité a un petit côté aride, alors que le symbole, c'est quand même super fun. Anderson
Au départ, c'est un pasteur dévoyé, défroqué, saoul, qui se fait payer en pot de vin au sens physique du terme, hein, c'est pas, voilà, et qui vole des documents à son père qui était vénérable maître de la loge de Aberdeen, je crois, ou Glasgow, et qui, grosso modo, est un mercenaire. Donc il vous fait un petit coup 1723, on ne parle pas de ces choses qui fâchent, un petit coup 1739, Dieu c'est formidable, enfin, les Noachites, mais à la liberté de conscience, parce que quand même, il ne faut pas rigoler. Enfin, le garçon est intéressant, mais il n'est que ce qu'il est. Desaguliers, c'est probablement l'esprit le plus politique de cette affaire. Anderson n'est qu'un écrivaillon à façon. Mais sur le fond, ce qui est intéressant dans les épisodes qu'on voit apparaître dans cette période, c'est justement la problématique des évolutions techniques. Alors, que raconte notre ami américain? Il dit, ben voilà, dès 1723, fin 1723, dans le Post-Boy, qui est une sorte de mélange entre le Parisien libéré, 20 minutes et machin, le journal qu'on trouve dans les relais de poste. Alors, relais de poste, c'est là où tout le monde passe, tout le monde change de chevaux, tout le monde s'arrête, tout le monde boit un coup. Bref, ça a 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires. C'est un truc, pour l'époque, c'est solide comme publication. Il y a une publication en 2 parties, dont on n'a retrouvé que la première, ou la deuxième, je ne sais plus, enfin, on n'a qu'une moitié du journal, qui dit, ben voilà, suite à notre première partie qui vous raconte mes aventures dans les loges maçonniques, je vais maintenant vous révéler les secrets des francs-maçons. Et le Gus raconte, alors voilà, alors pour se dire bonjour, il faut faire comme ci, pour se dire au revoir, il faut faire comme ça, quand on entre, il faut se mettre à gauche ou il faut se mettre à droite, le processus est extrêmement technique, et il raconte l'intégralité du rituel, si difficilement établi par les règlements de 1723, entre 3 et 6 mois après la publication des textes écrits, imprimés. Panique générale. Les Gus, ils viennent juste de se réunifier, ils viennent juste d'avoir un règlement, ils viennent juste d'avoir un rituel. Et comme l'a rappelé Roger, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte magnétique, on y va parce qu'on ressemble à un maçon, qu'on a l'air de connaître le rituel et que vaguement, on sait dire les phrases qu'il faut, les mots, signes et attouchements, c'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y a pas de certificat, il y a relativement peu de parchemin d'ailleurs, puis on ne se trimballe pas avec parce que ça prend une place assez impressionnante. Donc évidemment, comment on fait pour reconnaître un franc-maçon? On le croit sur parole, comme dirait l'autre. Là, panique à bord, que font-ils? Eh bien, le contre-espionnage maçonnique se réunit, car il existe en Grande-Bretagne, où c'est un métier comme un autre. Vous rencontrez un diplomate, c'est un espion, c'est pas comme en France. Le processus est naturel. Moi, j'enseigne aux espions en Grande-Bretagne, je n'ai que des diplomates. Ils sont beaucoup plus âgés que mes étudiants ordinaires, beaucoup plus chics, beaucoup plus sympathiques. Ils sont tous fonctionnaires de l'État et travaillent tous au Foreign Office, mais ils ont d'autres missions dans la vie. Eh bien, c'est pareil à l'époque. Et donc, ils se réunissent et que décident-ils? De faire 2 choses formidables. Premièrement, de changer l'ordre des colonnes JB pour trouver les intrus, de publier une circulaire intérieure pour dire que les colonnes ont changé, et pour, dans le Flying Post, le concurrent du Post-Boy, publier un texte absolument incroyable qui dit « Oui, nos concurrents du Flying Post ont cru qu'ils savaient des choses, mais ça n'est pas vrai. Nous, on a les vrais secrets, et donc une réponse sur 2, une posture sur 2, un mot sur 2 et un attouchement sur 2 est faux. » Et donc, le contre-espionnage maçonnique crée les conditions du doute. Pendant ce temps-là, les Français, qui accueillent beaucoup d'Anglais, font comme tout le monde. Ils bougent la colonne J et la colonne B en disant on a le même problème, on a de très bonnes relations avec les Britanniques, on va éviter de se casser les pieds. C'est avant-guerre, comme on dirait à l'époque. Et donc, tout ceci se passe bien. Mais au bout de 6 mois, les Britanniques, ils ont fait le boulot. Ils remettent les colonnes dans le bon ordre. En tout cas, leur ordre. Mais pas les Français. Nous, on a changé les colonnes, on ne va pas les rechanger tous les 3 mois. Et donc, la raison fondamentale, telle qu'expliquée par nos amis chercheurs des Redom, qui est vraiment une revue de référence à peu près du niveau de Renaissance traditionnelle, mais sous une forme différente, c'est une édition annuelle, montre à quel point les grands mystères de la maçonnerie sont parfois extrêmement prosaïques et extrêmement pratiques, de la même manière que le sujet essentiel de la régularité, c'était qui paye la cotise. Le reste n'avait quand même que peu d'importance. La reconnaissance universelle, le fait de pouvoir voyager, le fait d'être reconnu chez les autres, est un processus qui a commencé à avoir de l'importance après-guerre, et même pas pendant la guerre, comme l'a rappelé Roger,
parce que nos affaires internationales, l'expansion géographique de la France et de la Grande-Bretagne sur des territoires de plus en plus immenses ont amené mécaniquement à gérer deux problèmes. D'abord des loges d'expatriés qui n'intéressaient pas grand monde, mais aussi les Anglais comme nous avons commencé à créer des loges d'autochtones, ou en tout cas à accueillir des autochtones dans les loges d'expatriés. Et autant on est à peu près sûr qu'il n'y ait pas eu de Français à Saint-Germain-en-Laye ou d'Anglais dans les loges de Ponton, parce que ce n'était pas le but du jeu, autant cette ouverture internationale a été un espace de domination. Or, nous avons des zones où les choses ne se sont pas extraordinairement bien passées entre les Français et les Anglais, notamment dans l'espace africain, mais aussi un peu au Moyen-Orient. Et donc, on sent assez rapidement arriver des modes où la concurrence devient confrontation et où la gestion des rituels, des mots et des signes, ou des documents, des patentes, des cartes, des reconnaissances, des diplômes, la couleur des tabliers deviennent des éléments qui ne permettent plus l'entrée dans la loge, mais l'interdit. C'est plus fait pour qu'on partage, c'est fait pour qu'on mette à la porte ou qu'on laisse à la porte du temple, parce que justement, l'outil maçonnique devient un outil de domination géopolitique, de la grande politique, et pas de la petite. Alors vous alliez le problème, je dirais, génétique du franc-maçon en responsabilité ayant envie d'élargir la taille de son cordon et la longueur de ses franges, plus la grande politique, et vous avez ce très étrange cocktail qui va créer une très difficile confrontation entre la France et la Grande-Bretagne, parce que ce sont les deux empires les plus importants, et les États-Unis qui vont arriver tardivement, pour qui ce problème n'est pas du tout le même. Les Allemands, parce qu'en fait, la maçonnerie en Allemagne n'a jamais été impériale. Elle a toujours été une maçonnerie de ville, de land. Il n'y a jamais eu de structuration centralisée de la maçonnerie allemande. Et quand vous avez un grand maître allemand, il n'est qu'en fait une sorte de grand électeur qui change de manière assez régulière. Maçonnerie italienne est à peu près dans le même état. On sent bien qu'il n'y a pas de structuration centrale puissante. Il n'y a pas d'impérialisme réel dans ces maçonneries. Les Portugais le sont un peu, mais pas beaucoup. Quand les Américains arrivent, il n'y a pas de grand maître des États-Unis. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Il y a le président de la conférence des grands maîtres qui est président pour 3 jours. Point. Et on sait qui sera le président suivant parce que c'est lui qui organise. C'est un peu comme l'Eurovision. Il faut avoir juste bien chanté, et puis on est nommé en charge de la conférence de la fois d'après. Et ce qui était le plus intéressant, c'est que les Français ont intériorisé la question de la régularité comme la question de l'irrégularité. Au lieu de lire ce qui est écrit dans le texte de 1773, qu'est-ce qu'une loge régulière ? C'est une loge qui a 7 maçons réguliers. Et qu'est-ce qu'une obédience régulière ? C'est une obédience qui a 3 loges de 7 maçons réguliers. Point. Personne ne vous donne les détails et les critères. C'est une définition circulaire. Tu as 7 maçons, ils sont réguliers, ils sont dans une loge, elle est régulière, il y a 3 loges régulières, ça fait une obédience. On ne sait toujours pas ce que veut dire régulier. On ne sait toujours pas ce que veut dire régulier. Et certainement pas ce qu'on croit que ça veut dire. Mais nous avons intériorisé, et d'ailleurs, à un moment, quand vous regardez les documents officiels du Grand Orient de France, la diplomatique, c'était une puissance symbolique, régulière, souveraine. Aucun problème. Jusque dans les années 20 et 30. Dans les années 20-30, elle supprime régulière. C'est-à-dire, elle a intériorisé qu'elle ne l'était plus. Toute seule, hein, personne ne lui demande. Le Grand Orient publie ses trucs, il les imprime tout seul. Enfin, en plus, c'est en interne. Je ne sais pas pourquoi. 1940, il supprime son grand maître aussi. Il n'y avait plus qu'un président du Conseil de l'Ordre. Personne ne s'occupait de savoir qui était le grand maître. 1945, le convent s'ouvre, 46, le convent s'ouvre avec un président du Conseil de l'Ordre. À 14h, il est grand maître. Le convent a-t-il voté sur le retour du poste de grand maître ? Pas du tout. Le convent a-t-il délibéré de la régularité ? Pas plus. Rien. Nul ne sait pourquoi. C'est un des mystères locaux. Un jour, il faut qu'on écrive une histoire des convents, comme il y a une histoire des conciles, parce que peut-être qu'on va découvrir des choses, nous aussi. Et puis, on arrive dans les années 95-96, le Grand Orient subit une crise majeure, et on écrit un livre d'histoire. Et donc, on va feuilleter les archives, et on découvre ces extraordinaires diplômes de maître des années 20-30 avec puissance symbolique régulière souveraine. Donc, sans rien demander à personne, et il est mon complice, nous avons rétabli sur tous les documents du Grand Orient de France puissance symbolique régulière souveraine. Il ne s'était rien passé. Dieu n'était pas revenu, les femmes n'avaient pas été mises à la porte, on n'était pas génuflexif, enfin pas plus que d'habitude, enfin il ne s'était rien passé du tout.
On l'avait enlevé, nul ne sait pourquoi, c'était revenu, nul ne sait pourquoi. Et la question n'a d'ailleurs jamais été posée par qui que ce soit. Pas un frère qui a reçu son diplôme, sa maîtrise, son machin, son petit livret, la constitution du... Personne. Parce que c'était en fait indifférent. Ça n'est important que quand on veut être reconnu régulier par d'autres. Qui c'est l'autre? Mais en fait, notre problématique, c'est d'être reconnu régulier par les Anglais, qui ont bien compris que c'était un sujet un peu titillant, donc qui s'amusent avec ça. Et puis un jour, on va aux États-Unis, au Suprême Conseil Juridiction Sud, donc une maison mère puissante, représentative, importante, et à la surprise générale, on y est bien accueillis, ils sont très aimables, ils nous font visiter les locaux, et puis on a un petit débat, et j'explique que, grosso modo, nous, la régularité, bon, c'est pas notre sujet, on n'en a pas grand-chose à faire, et puis qu'on est passé à autre chose. Et la plus importante personne présente dans la salle, du grade le plus élevé, au niveau le plus tout en haut... Ça porte un nom, ça, mais on le dira pas. Voilà. Le chef me regarde avec un air totalement atterré, en me disant « Mais pourquoi ça vous pose autant de problèmes ?» Je dis « Vous savez, la régularité, tout ça, enfin, c'est un sujet, quoi. » Et il me dit cette phrase que je ferai graver en lettres d'or un jour, « Regularity is bullshit ». Voilà, c'est le jour où j'ai enfin compris ce qu'était le problème de la régularité. Ce n'est un problème que pour ceux qui se sentent irréguliers. Ça n'est pas un problème pour les autres. Et d'ailleurs, Roger, comme moi, comme d'autres, alors lui est beaucoup plus régulier que moi à des tas de points de vue, techniques. On nous accueille dans des loges anglaises ou américaines comme si de rien n'était. La seule question, c'est qu'on ne pose pas la question. Voilà. À partir du moment où on pose la question, on crée un problème. À partir du moment où on ne pose pas la question, il n'y a pas de problème. Et ils sont extrêmement sympathiques, gentils. Nous avons créé nous-mêmes la question de la régularité. Quant à la question de la relation diplomatique, des crises et des critiques, en fait, c'est juste un sujet de positionnement. Et au jour d'aujourd'hui, dans le positionnement maçonnique français, nous avons beaucoup d'offres avec une diversité de rites, de rituels, de mixité, pas mixité, masculin, féminin, s'accueillant plus ou moins les uns les autres, avec une diversité d'obédience qui a beaucoup progressé, une scissiparité compulsive qui a atteint aussi la GLNF alors qu'elle était le principal bénéficiaire de la scissiparité des autres, elle a créé la sienne propre, et donc peu à peu on est retrouvé à une situation assez claire. Le dernier débat, celui qui est aujourd'hui le plus compliqué, c'est la relation avec le politique. L'expression politique entre les soi-disant deux lignes ou deux voies de la maçonnerie. La voie où les maçons font ce qu'ils ont à faire chez eux et que les obédiences ne disent jamais rien dehors, et la voie qui dit « ouais, mais enfin, la maçonnerie, les maçons partout, la maçonnerie nulle part, ce serait quand même bien que la maçonnerie soit quelque part, à quelques moments un peu plus particuliers que d'autres ». Je ne juge pas de la qualité respective des deux, et pour moi, il n'y a pas de débat comparatif. C'est pas bien ou mal, c'est pas la question. La question, c'est qu'à un moment donné, il y a des pulsions irrésistibles à des moments précis de l'histoire, surtout quand la maçonnerie a une sorte de rappel à l'ordre un peu piquant sur les conditions dans lesquelles elle a été traitée à un moment particulier, qui est 40-45. Moi, je rappelle toujours que ça a bien et mal commencé pour la maçonnerie, parce que le grand maître du Grand Orient de l'époque avait quand même réussi à écrire une lettre hallucinante au maréchal Pétain pour lui dire à quel point on était gentil et sympathique et qu'on comprenait bien, et d'ailleurs qu'on lui était tout dévoué. Vous voyez, Groussier quand même, hein, pas n'importe qui. Donc de ce point de vue-là, alors sans doute a-t-il fait ça pour d'excellentes raisons de protection des frères, mais on ne peut pas dire qu'il ait le plus brillé ce jour-là. En contrepartie, moi je comprends très bien qu'il y ait des obédiences qui décident qu'elles n'ont pas à prendre parti sur le terrain politicien, même quand il y a des élections un peu bizarres ou des deuxièmes tours un peu agités. Mais ce sujet-là aujourd'hui, le débat citoyen et l'expression collective dans le débat citoyen est traité de manière extrêmement diverse. Prise de position officielle signée pour les uns, grandes conférences sur des sujets divers pour les autres, silence radio pour les troisièmes. Ça reste vraiment un marqueur de la diversité. Mais ce n'est pas un marqueur de la division, parce que fondamentalement, je ne crois pas qu'il y ait de grands écarts de pensée. Il y a des écarts d'expression. C'est probablement l'écart dont on parle le plus, mais qui a le moins d'effet et qui est le moins chatouillant dans la réalité. Le vrai sujet qui nous reste aujourd'hui, c'est à quel moment on commence à dire des choses sur des sujets qui ne soient pas uniquement rétrospectifs. Car le rôle de la maçonnerie aujourd'hui, paradoxalement, il est extraordinairement commémoratif.
on commémore à peu près tout et n'importe quoi, avec une détermination remarquable, la période, les camps de concentration, le 1er mai pour un certain nombre, la Commune, le mur des fédérés, mais en prospective, en capacité à, ce qui était la marque de fabrique historique, en tout cas du Grand Orient, mais pas seulement. Je rappelle à tous ceux qui ne m'écoutent pas bien que la Grande Loge de France, dans sa période socialiste, avait produit des réflexions novatrices, intéressantes, extrêmement en avance sur un Grand Orient un peu timoré et plus radical que socialiste, on va dire. Elle a quand même inventé l'impôt sur le revenu. C'est ça dont je parlais, entre autres. Je ne sais pas s'il faut lui reconnaître. Progressif. Et donc, on sent bien qu'il y a des petites difficultés, et ça, c'était dans la lecture, par exemple, du petit bouquin qu'on avait fait sur les questions à l'étude des loges. Vous voyez très bien que les plus progressistes sont pas ceux auxquels vous penseriez naturellement, et les plus engagés dans le débat citoyen non plus. Aujourd'hui, on a plutôt une sorte d'appauvrissement général, et une partie de cette curiosité, c'est que les débats, les critiques, les fractures qui existent entre nous sont absolument plus sur aucune question de fond. Il n'y a plus aucun sujet de division majeure sur le terrain politico-social entre les grandes obédiences, que ce soit en privé, en public, en intime ou en extériorisation. Par contre, sur les sujets relativement bizarres et en général relativement maltraités, il y a toujours des frictions, la question de la régularité, de la reconnaissance avec les Américains, de qui va aller raconter quoi à la prochaine conférence des grands maîtres américains, qui est toujours un grand moment de bonheur, parce que vous y découvrez des choses tout à fait stupéfiantes sur l'état des relations entre les uns et les autres, qui ne sont pas les mêmes que la réalité sur le territoire national. Les Américains ont d'ailleurs un peu de mal à s'y faire. Il y a un sujet qui est celui important. Et donc le regret, c'est que si au moins on pouvait s'engueuler sur des vrais sujets, ça serait mieux, plutôt que sur les autres. Et hélas, nous n'avons même pas cette mini-satisfaction. Alors, moi, je voulais, à la suite de tous les sujets qu'on a évoqués, tenter, pour nous approcher de la fin de cette session et de vous donner la parole pour les questions que vous souhaitez poser, tenter un exercice qui est toujours un peu difficile pour l'historien, c'est d'essayer de parler de l'avenir. Vous savez que c'est le tabou fondamental. Un historien ne doit parler que de ce qu'il peut documenter. Mais il arrive quand même que les leçons de l'histoire puissent être tirées. Et je crois que la question que nous avons évoquée, celle de la régularité, qui est fondée en France sur une prodigieuse ignorance de l'histoire, est un bon exemple des leçons que l'histoire peut nous donner et que nous pouvons avoir l'intelligence de suivre. Avant de dire ça très brièvement, je veux simplement mentionner un fait. Comme on l'a dit depuis maintenant 1 heure, la montée en puissance des identités nationales a été de pair avec la montée en puissance des institutions maçonniques qui se concevaient comme des puissances au cours du XIXe siècle. Et ceci aboutit à la crise de 1877 qui, comme l'a rappelé Alain Boer, n'est pas la rupture de la Grande Loge d'Angleterre avec le Grand Orient de France, car il n'y avait pas de relation entre les deux, et que la rupture était intervenue, ou plutôt le refus d'établir des relations, était intervenu en 1775 à l'initiative du Grand Orient de France, et pas pour des raisons philosophiques, mais parce que la Grande Loge d'Angleterre, qui était l'une des deux, parce qu'à cette époque-là, il y avait 2 grandes loges, donc la Grande Loge des modernes, voulait déjà un privilège d'ancienneté et de primauté, et que le Grand Orient de France a déclaré qu'il était aussi ancien et aussi honorable que la Grande Loge d'Angleterre, et que si elle le reconnaissait, il n'y avait aucun problème pour établir des relations. C'est sur ce point que les relations n'ont pas été établies. Bien. Mais à partir de 1877, alors que jusque-là on n'en parlait pas, il n'y avait pas de relations officielle, mais des maçons anglais étaient reçus dans les loges en France et des maçons français étaient reçus dans les loges en Angleterre. À partir du moment où on dit « il n'y a pas de relation », là, du coup, on ne peut plus le faire. Est-ce que ça veut dire qu'entre 1877, en réalité, techniquement, c'est 1878, mars 1878, et 1913, c'est-à-dire l'année où la Grande Loge unie d'Angleterre fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant en France, elle reconnaît une obédience
qui s'appelle la Grande Loge nationale indépendante et régulière pour la France et les colonies françaises, et qui en 1948 a pris le nom de Grande Loge nationale française. Est-ce que ça veut dire, donc, après la rupture, qu'entre 1878 et 1913, aucun maçon français n'avait le droit d'être reçu dans une loge en Angleterre? Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, très rapidement, à partir de mars 1878, les autorités maçonniques anglaises se sont posé la question. Maintenant que nous avons dit ce qu'on ne nous avait jamais demandé, c'est-à-dire nous refusons toute relation avec le Grand Orient de France, qu'est-ce qu'on va faire des frères français qui, depuis des décennies, viennent nous rendre visite? Et on a établi des règles qui ont été en vigueur jusqu'en 1913. Après, évidemment, la logique obédientielle reprend toute sa vigueur. Vous êtes reçu si vous appartenez à la GLNF. Mais entre 1878 et 1913, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand un frère français se présente dans une loge anglaise, eh bien c'est simple, on lui demande, à lui personnellement, d'abord on vérifie par un diplôme qu'il est maçon, et il présente un diplôme du Grand Orient de France, on lui dit « Ok, pas de problème ». Mais est-ce que, mais ce n'est pas suffisant, est-ce que vous, là, qui êtes là présent, à titre personnel, vous approuvez les principes de la Grande Loge unie d'Angleterre? Et est-ce que, le cas échéant, vous êtes prêt à en faire le serment sur les 3 grandes lumières de la loge? Oui ou non? Si c'est oui, vous pouvez entrer. C'est-à-dire qu'entre 1878 et 1913, on a substitué, c'est les Anglais qui l'ont fait, de leur propre autorité, on a substitué à la régularité obédientielle ce qu'on pourrait appeler la régularité personnelle. Et je crois que quand on lit l'histoire complexe des tentatives de changement du paysage de la régularité maçonnique en France depuis 1913, et singulièrement en fait depuis l'après-guerre, on s'aperçoit, et là encore, je porte un regard d'historien, je ne me prononce pas sur le fait que c'est bien ou pas bien, je laisse la polémique à ceux qui aiment la polémique. J'observe que la Grande Loge de France, parfois en association avec d'autres, parfois seule, depuis 1955, je dis bien depuis 1955, 1, 2, 3, 4, 5, à 6 reprises, généralement avec le concours de 4 ou 5 grandes loges régulières européennes qui sont toujours les mêmes. La Belgique, le Luxembourg, la Suisse, parfois l'Autriche, pas toujours, parfois l'Allemagne, pas toujours, a tenté d'obtenir conjointement avec la GLNF ou en se substituant à elle la reconnaissance de l'Angleterre. Cette manœuvre, qui peut s'expliquer, qui peut avoir sa légitimité, je ne m'en préoccupe pas, je regarde simplement ce qui s'est passé, a toujours échoué. Et elle a toujours échoué pour les mêmes raisons, pas pour 50 raisons différentes. Il faut enfin qu'on se décide à regarder l'histoire en face. Pourquoi, à 6 reprises, la Grande Loge de France n'a jamais obtenu la reconnaissance anglaise? Parce qu'elle a achoppé sur 2 problèmes, toujours les mêmes. Premièrement, les intervisites, c'est-à-dire le fait que dans ces loges, elles puissent recevoir des membres d'obédience non reconnus par Londres, ou que ces membres puissent aller visiter des obédiences non reconnues par Londres. Ceci fait partie de la sociabilité maçonnique française fondamentale, qui s'enracine dans le XVIIIe siècle, qui correspond à une longue tradition maçonnique nationale, qui fait que le maçon français moyen ne se soucie pas, la plupart du temps, de son appartenance obédientielle quand il s'agit d'avoir des relations avec des maçons qui sont en face de lui et qu'il connaît bien. Et le deuxième obstacle, ça a été évidemment la référence obligatoire à un être suprême, pas forcément d'ailleurs à sa volonté révélée, mais en tout cas la référence à un être suprême, compte tenu de la vieille tradition laïque de la Grande Loge de France, je dis bien de la Grande Loge de France.
N'oublions pas qu'elle a été fondée à l'initiative de ceux qui, en 1880, avaient quitté le Suprême Conseil de France dans une révolte et qui avaient fondé la Grande Loge symbolique écossaise, qui était anarcho-syndicaliste, qui avait supprimé le grand architecte de l'univers, supprimé la Bible, supprimé les hauts grades et désiré initier les femmes. Et ce sont ces gens-là qui ont suscité, 15 ans après, la création de la Grande Loge de France. Et d'ailleurs, il s'en est fallu de peu que, lors de sa fondation, la Grande Loge de France n'abolisse également la référence obligatoire au grand architecte de l'univers. Et je rappelle que la Grande Loge de France n'a rétabli la présence de la Bible sur ses autels qu'en 1953. Ce qui veut dire qu'avant, il n'y en avait plus. Alors, c'est les deux uniques raisons qui ont fait ça. Et à chaque fois, on a essayé en France de les surmonter par le double ou le triple langage. Encore une fois, je ne suis pas en train de distribuer les bons et les mauvais points. On a bien pris soin de dire au départ que nous ne sommes pas là pour faire de la polémique, mais pour observer ce que l'histoire nous dit. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de dire, on va le dire d'une manière telle que les Anglais croiront qu'on leur dit ça, alors qu'en fait, on fait le contraire. Cette politique-là est promise à l'échec. Et c'est ce qui a été démontré à 6 reprises. Et c'est la raison pour laquelle j'en viens au dernier point, ce que ne doit jamais faire l'historien, mais je m'excuse. Je vais tenter de le faire. En fait, il se trouve qu'il y a quelques années de ça, il y a 3-4 ans, on a publié un gros bouquin dans la collection bouquins chez Robert Laffont, qui s'appelle « La franc-maçonnerie, histoire et dictionnaire critique », et que dans ce livre, qui est un ouvrage collectif, le directeur d'ouvrage, Jean-Luc Maxence, m'a demandé d'écrire plusieurs chapitres, ce que j'ai fait, d'histoire pure. Et puis, il me dit, au bout de quelques semaines, il y a un chapitre qui, à mon avis, est essentiel, mais personne ne veut l'écrire. Alors, je vais te demander de le faire si tu veux bien. C'est l'avenir de la franc-maçonnerie. Alors, j'ai hésité quelque temps avant d'accepter d'écrire ça. Et puis, j'ai mis ma boule de cristal sur mon bureau. J'ai mis le fichu de Madame Soleil. Et puis, j'ai essayé de me dire, mais voilà, comment fait-on pour prédire l'avenir? Alors, vous savez bien que ce n'est pas uniquement de la divination. Il y a aujourd'hui des disciplines scientifiques très précises qu'on appelle qui sont pratiquées par ce qu'on appelle des prévisionnistes. C'est-à-dire que la règle habituelle, la méthode habituelle, je ne dis pas que c'est une méthode infaillible, elle consiste à se dire, dans un temps raisonnable, on peut supposer qu'en prolongeant les courbes actuelles, on peut avoir une vague préfiguration de ce qui va se passer. Il y a des mouvements de l'histoire. Si on les prolonge dans quelques années, alors évidemment, à 10 ans, c'est comme la météo. À 48 heures, c'est assez fiable. À 3 jours, ça devient un peu flou. À 1 semaine, ça relève de la divination. Mais on peut, pendant quelques années, prolonger les courbes. Et donc, si on tient compte de ce qui s'est passé depuis 50 ou 60 ans dans la maçonnerie française, si on fait ce travail que malheureusement beaucoup d'institutions maçonniques françaises se refusent à faire, parce qu'il y a un autre débat qu'on pourrait avoir, une autre session qu'on pourrait organiser, c'est comment dans la franc-maçonnerie on instrumentalise l'histoire. Ça, alors là, il y a largement de quoi faire. C'est-à-dire que les francs-maçons souvent, et les institutions maçonniques en particulier, qui sont habitués à manipuler des légendes, les légendes des grades maçonniques, finissent par traiter l'histoire réelle comme une légende. Alors finalement, on rajoute ou on enlève des choses, on se fait plaisir, mais en réalité, on se ment à soi-même et on ment aux autres. Donc, si on essaie d'appliquer cette méthode, qu'on tienne compte de façon sérieuse et documentée de ce qui s'est passé dans le paysage maçonnique français depuis une 60aine d'années, s'agissant de cette question de la régularité, on est forcé, me semble-t-il, mais encore une fois, je ne dis pas ce que j'aime, je ne dis pas ce que je voudrais, je ne dis pas ce que je préfère. Je dis ce qui, à mon avis, est le plus vraisemblable, le plus cohérent avec l'histoire des 50 ou 60 dernières années de la franc-maçonnerie française. Il y a au moins 2 points qui sont importants. Le premier, c'est qu'il n'y aura jamais, dans un pays comme le nôtre, de grande loge unie de France. Il n'y aura jamais une obédience unique qui pourrait rêver, en respectant un certain nombre de critères, de rassembler l'ensemble de la franc-maçonnerie dans quelque chose qui serait la régularité maçonnique internationale. Il n'y aura jamais d'unité maçonnique française pour une bonne raison. Il n'y en a jamais eu.
Depuis son premier moment, depuis les années 1740 où on commence à entendre parler d'autorité maçonnique, il n'y a jamais eu d'unité maçonnique française. On voit bien que la construction en Angleterre, la construction de l'unité qui a conduit au début du XIXe siècle à la Grande Loge unie d'Angleterre, c'est un processus qui s'éclaire en particulier de l'histoire politique, sociale particulière de la Grande-Bretagne, qui a conduit dans différents domaines à une logique d'unité dont la Grande Loge unie d'Angleterre est le produit. Mais attention, il serait profondément erroné de croire que parce qu'il y a une Grande Loge unie d'Angleterre, tous les francs-maçons de la Grande Loge unie d'Angleterre pensent la même chose sur tous les sujets. C'est profondément faux. Et pour en connaître un certain nombre, je peux en témoigner. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que les Anglais ont ce talent de gérer la diversité dans l'unité institutionnelle, alors que nous, Français, nous ne savons gérer l'unité que dans la dispersion institutionnelle. Et ça aussi, c'est deux cultures nationales qui sont extrêmement différentes. Donc j'en viens au point le plus important. Il faut renoncer à l'idée qu'il y aura une Grande Loge unie de France, mais je pense que l'exemple allemand qui a été mentionné tout à l'heure par Alain Bauer, qui fait, comme vous le savez, qu'il n'y a pas une Grande Loge unie d'Allemagne. Il y a ce qu'on appelle les Grandes Loges unies d'Allemagne, au pluriel. Avec un président qui est le grand maître des Grandes Loges unies d'Allemagne, qui n'a rigoureusement aucun pouvoir, aucune influence, et qui est un représentant du système. Et à l'intérieur, sous cette étiquette, il y a 5 grandes loges qui sont extrêmement différentes, y compris une qui est la plus importante, la Grande Loge dite AFAM. Alors là, il faut épeler. AFAM, ce qui en allemand veut dire des francs-maçons anciens et acceptés, y compris la Grande Loge AFAM, dont le grand maître a parfois fait une apparition officielle dans les convents du Grand Orient de France. Obédience régulière. Alors, il s'est fait un petit peu rappeler à l'ordre, et puis bon. Mais vous voyez, je veux dire, pour en arriver là, ça veut dire que cette grande loge-là, c'est pas du tout comme une autre qui s'appelle le Freimaurer Orden et qui est un système de maçonnerie templière, ou la grande loge des francs-maçons britanniques en Allemagne qui reproduit sur le sol allemand la franc-maçonnerie britannique. Et pourtant, tout ça, il y a un chapeau au-dessus. Mais c'est une confédération. Alors, je pense que la raison de cette confédération, Alain le disait tout à l'heure, est liée à la géopolitique de l'Allemagne, qui elle-même n'est pas une nation unitaire, n'est pas un État-nation, c'est une confédération de petits États. La France, c'est un peu différent. Les raisons qui font que nous ne pouvons pas faire une unité sont différentes. Ce n'est pas que nous sommes une confédération de micro-États, c'est tout simplement que chaque Français individuellement est un État à lui tout seul. Et que ça, c'est culturel dans l'histoire française. Donc, on peut imaginer, dans l'avenir, qu'il y ait des regroupements d'obédience maçonnique française, gardant des sensibilités variées, mais qui s'entendraient sur quelque chose d'essentiel. C'est d'ailleurs ce qui, en apparence, correspondait à la tentative de confédération maçonnique française qui a essayé de se manifester entre 2012 et 2014 au moment de la crise de la Grande Loge nationale française. Sauf que cette confédération maçonnique française était tombée, c'est la raison de son échec. Là encore, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est un constat que je fais. Ça, c'est un échec, c'est fini, c'est terminé. C'est un échec que, personnellement, j'ai annoncé dans un livre 1 an et demi avant, en expliquant pourquoi ça allait échouer. Bon, malheureusement, j'ai eu raison. Eh bien, tout simplement parce que c'était fondé sur le double langage, sur l'ambiguïté et sur le demi-mensonge, et qu'on ne peut jamais rien construire avec ces méthodes-là. Donc, on peut imaginer que dans l'avenir, il puisse y avoir un interlocuteur de la maçonnerie régulière anglo-saxonne qui ne sera pas une grande loge, mais un regroupement. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que si on veut débloquer ce système, mais ça ne dépend pas que des Français, ça dépend aussi des interlocuteurs qui sont en face. Je pense qu'il faut introduire un concept qui prévaut dans la diplomatie, dans la grande diplomatie. C'est ce qu'on appelle dans la diplomatie le niveau de relation. C'est-à-dire que dans le monde diplomatique, dans le monde de la vraie vie, entre deux États, il n'y a pas que deux possibilités. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, je n'ai aucune relation avec vous, ou bien
Nous sommes des amis, des frères, nous nous embrassons sur la bouche et nous passons notre vie ensemble. Comme s'il n'y avait que deux possibilités. Pas du tout. Dans la diplomatie entre les États, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des niveaux de relations et de représentation. Vous pouvez dire, ces pays-là, je ne veux pas en entendre parler. Vous pouvez dire, nous n'avons pas de relations officielles, mais nous avons un chargé d'affaires qui est là, dans une ville, dans une capitale, et qui peut entendre des choses, et par qui des messages peuvent passer. Et puis, nous pouvons avoir une représentation peut-être à un niveau un peu plus élevé. Et puis, avec d'autres intermédiaires, nous pouvons avoir un ambassadeur, des ambassades, des consulats. En d'autres termes, la diplomatie, c'est un système de relations à géométrie variable. Et comme on l'a dit depuis le XIXe siècle, les relations entre les obédiences maçonniques dans les différents pays sont finalement à l'image des relations entre les États. De sorte que la leçon, me semble-t-il, que l'histoire maçonnique française des 50 ou 60 dernières années nous livre, c'est que si on veut un jour faire évoluer cette question, il faudra peut-être envisager de construire un système de diplomatie maçonnique à géométrie variable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, qu'une obédience maçonnique pourrait avoir une relation privilégiée avec tout ou partie du monde de la régularité anglo-saxonne. Ça, c'était les relations, j'allais dire, de la main droite. Et puis, de la main gauche, conserver la possibilité de relation avec les autres. En quoi est-ce que l'ami principal serait gêné du fait que nous ayons à côté d'autres amis ? Et puis, il faut aussi se souvenir de ce qui s'est passé entre 1878 et 1913 et que je mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'entre 1878 et 1913, en quelque sorte, la Grande Loge Unie d'Angleterre avait défini ce que j'ai proposé d'appeler une régularité personnelle, qui faisait que l'appartenance obédientielle n'était plus déterminante, mais la personne qu'on a en face de soi. Bref, il y a, au regard de cette histoire passée, il y a un potentiel de créativité. Et je crois simplement que, et je termine là-dessus, bien sûr, ça ne dépend pas que des Français, ça dépend aussi des autorités maçonniques anglo-saxonnes et des anglo-saxons. Il faut tenir compte du fait, je le répète, que ce n'est pas parce qu'il y a une Grande Loge Unie d'Angleterre que sur cette question, tous les maçons anglais ont exactement la même opinion. Mais qu'est-ce qui peut faire évoluer ou bouger les choses ? Moi, je crois que la seule chose qui puisse conduire le monde maçonnique anglo-saxon, car en fait, c'est de ça qu'il s'agit, à bouger, c'est qu'il a connu au cours des 40, 50, 60 dernières années une décroissance profondément inquiétante. La décroissance existe en Angleterre. Je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui en Angleterre aux alentours ou peut-être un peu plus de 200 000 membres, mais il y a encore 10 ans, on disait 300 000. Même si, on le voit bien, la décroissance des effectifs s'infléchit, s'amortit, atterrit, c'est moins dramatique qu'il y a 20 ou 30 ans, mais clairement, on n'est pas dans une perspective de grande croissance. Et si on prend les États-Unis, alors, vous savez quels sont les chiffres ? C'est l'occasion de rappeler les chiffres. Vous entendez encore parfois 5 millions de francs-maçons dans le monde, 4 millions de francs... Non, mais c'est ahurissant. Ça, c'est des chiffres qui ont 50 ans. C'est faux. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de 4 millions de francs-maçons dans le monde. Si on essaie de tenir compte des sources disponibles et de les mettre en critique d'une manière aussi sérieuse que possible, il y a probablement un peu plus de 2 millions de maçons officiels dans le monde. Et sur ces un peu plus de 2 millions officiels dans le monde, il y en a un peu plus d'1 million aux États-Unis, mais j'ai dit officiels. C'est-à-dire qu'en particulier avec la technique du life membership qui fait qu'on peut être maçon pour la vie après avoir réglé 15 ans de cotisation, il y a des tas de gens dont on ne sait plus très bien s'ils sont encore vivants et qui sont encore sur les listes. Donc, et que l'assistance effective aux tenues maçonniques est très, très inférieure. Voilà. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, la situation de la franc-maçonnerie, l'évolution des effectifs maçonniques est dramatique. C'est une décroissance. Il y a actuellement, globalement, c'est moins 3% chaque année. Alors, prolonger les courbes, là, du coup, on peut prolonger les courbes. Moins 3% chaque année, dans 30 ans, il n'y a plus personne. Et naturellement, ça peut changer la nature
des rapports de force et peut-être faire évoluer les mentalités. Donc, encore une fois, je me livrais devant vous à un exercice qui est normalement interdit à un historien, mais je pense qu'on a connu dans l'histoire des situations comparables, c'est-à-dire qu'à partir d'une situation donnée, on pouvait projeter ce qui allait se passer 50 ou 60 ans plus tard, et qu'on avait plus ou moins raison. Donc voilà, je pense que cette situation est capable de se débloquer. Maintenant, évidemment, ça nécessite au moins deux choses. Ça nécessite, bien entendu, que le monde maçonnique anglo-saxon, c'est à dessein que je ne dis pas seulement la Grande Logie d'Angleterre, le monde maçonnique anglo-saxon, en prenne conscience de l'utilité, voire de la nécessité de cette évolution. Mais ça suppose, il ne faut pas simplement que nous nous contentions de dire ces méchants Anglais ou ces méchants Américains qui ne veulent pas nous écouter, nous entendre et nous reconnaître. Ce serait un peu trop simple. Il faut aussi que les maçons français comprennent que la maçonnerie existe partout dans le monde, que leur modèle maçonnique n'est pas unique, qu'ils ont intérêt à s'ouvrir à la diversité maçonnique internationale, ce que beaucoup de francs-maçons français refusent de faire. Et il y a des gens qui pensent que le modèle maçonnique français, c'est le modèle universel et qu'il n'y a rien d'autre. Donc il faut aussi faire un pas dans la direction inverse et faire peut-être ce que je me suis amusé à appeler, et d'ailleurs nous l'avons repris cette expression dans un livre qu'on a co-signé avec Alain Boer, un nouveau tunnel sous la Manche, qui sera un tunnel maçonnique et non plus un tunnel ferroviaire. Mais ce tunnel-là, il ne passe pas principalement par la diplomatie entre les institutions maçonniques, il passe surtout par la confrontation des cultures, par le mélange des cultures et par la prise de connaissance mutuelle de ce qu'est l'autre. Quand j'ai découvert les maçons anglais il y a 25 ans, j'ai eu beaucoup de surprises. Ils n'étaient pas ce que j'imaginais. Et quand ces maçons anglais, j'ai commencé à leur parler de la franc-maçonnerie française, ils ont eu beaucoup de surprises. Ça n'était pas ce qu'ils avaient imaginé. Je me souviens notamment, et je vois en face de moi mon ami John Belton, qui assistait à cette conférence en 2007 à la Cornerstone Society à Manchester. On m'avait invité à parler d'un sujet. Alors vous allez voir, on n'avait pas pris un sujet simple. Hein. C'était The Great Architect of the Universe in the French Masonic Tradition. Vous imaginez un peu. Eh bien, on pourrait dire là, vous allez simplement faire un constat de désaccord complet, d'incompatibilité absolue. Voilà. Et en réalité, après un exposé que je crois honnête, et puis un débat d'une heure, on s'est aperçu que même sur ce sujet-là, qui est a priori le sujet intouchable, la réalité était beaucoup plus complexe et beaucoup plus contrastée, dès lors que des gens de bonne volonté et qui ne se mentent pas décident de parler et d'échanger. Bien, maintenant que Roger a remis la maçonnerie en marche, comme on dirait, par les temps qui courent, il y a un petit moment de questions. Donc si vous en avez à poser, eh bien, c'est pour vous. Et ensuite, la victoire du cerveau sur l'estomac devrait inéluctablement se produire. C'est un acte prospectif. Non. John, you have the stand. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro. Ah, ça, je ne sais pas. Non. Alors, il va falloir que John parle fort. Est-ce qu'on a un micro? Ouais. You will succeed. J'entends pas bien. Il faut que tu me dises parce que je n'entends pas. C'est toujours bien d'avoir des Français qui parlent des Anglais et des Américains. Ah oui. And it's interesting because I would have guessed he was right. But I looked in Lane's list of lodges, or in the handy book which accompanies it, and in there is a table. And it says that the Modern's Grand Lodge in 1813 had 207 foreign lodges. It measured them. They were London lodges, country lodges, and foreign lodges. And they had to do a housekeeping exercise when they merged with the ancients. And the moderns, of course, is the force. It's the Prince of Wales and all the princes who were in this. And they erased 177. That means
that in the Union there were only 30 modern lodges abroad in the whole of the world. That's not a power base for empire. I just wanted to make that point. I thought the scale of it surprised me. So few, so few. Yes, John. The answer is, it's not my point, it's Napoleon's point. And Napoleon, as you know, was reading every day the London newspaper, and his absolute point was that the force inside the British Empire, or the British monarchy, was a Freemason. That's why he created the French Empire Freemasonry. So that was before the merge, and so before your point, which is well taken. En tout cas, la thèse que soutient John Belton, enfin un des éléments de la thèse qu'il soutient, moi je l'approuve complètement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger de la franc-maçonnerie anglaise, ni d'ailleurs d'aucune autre franc-maçonnerie, comme une chose en soi suspendue dans l'air. Elle est insérée dans une histoire, dans une culture, dans un moment, et on voit bien en effet qu'on pourrait regarder en détail, jusqu'à la publication d'ailleurs en 1929, des Basic Principles. Pourquoi en 1929 ? Eh bien, si on n'a pas le temps d'examiner cette question ici, mais si on regardait les raisons pour lesquelles les Basic Principles ont été publiés en 1929, on s'apercevrait que ce sont des raisons qui sont bien au-delà de la franc-maçonnerie, que ce sont des raisons qui sont culturelles, géopolitiques, et qui concernent la Grande-Bretagne au-delà même du problème purement maçonnique. Parce qu'on pourrait s'interroger, si ces Basic Principles étaient si évidents et allaient tellement de soi, pourquoi a-t-il fallu attendre 1929 pour les publier ? Donc, tout événement de cette nature est inséré dans l'histoire et s'explique par l'histoire culturelle, politique, sociale et même éventuellement philosophique et religieuse. Et évidemment, l'histoire politique, sociale, culturelle, philosophique et religieuse de la France au XIXe siècle et de l'Angleterre au XIXe siècle sont très profondément différentes. Et ceci explique en grande partie les différences qui existent entre la franc-maçonnerie, les différences actuelles entre la franc-maçonnerie anglaise et la franc-maçonnerie française. Ce ne sont pas tellement des différences purement maçonniques, ce sont des différences qui relèvent de l'histoire culturelle très profondément distincte de l'Angleterre et de la France au cours du XIXe et du début du XXe siècle. Mais comme dit le frère Rudyard Kipling, it's another story. Autre question ? Oui ? Juste au milieu. Ah non. Ouais. Juste un petit détail. Nous travaillons sur le volume de la loi sacrée, donc sur la Bible. On en parle. Est-ce qu'on peut profiter de ce malheur, pour moi en tout cas, qui est le Brexit, pour justement ouvrir votre nouveau tunnel sous la Manche, j'aime beaucoup, et peut-être arriver à développer, amplifier nos relations pour consolider un lien qui va se détendre. Je ne suis même pas sûr qu'il va se détendre, en fait. Le lien entre quoi et quoi ? Entre les Français et les Britanniques. Ah oui, non. Je crois qu'il se consolide. Je pense voilà, c'est exactement l'inverse. Je pense que plus on se rapprochait d'une sorte d'union trop forte, plus ça provoquait un sentiment de rejet chez les Anglais. Je ne parle pas des Écossais, hein, c'est une catégorie très particulière. Et là, on sent bien sur beaucoup de sujets, d'ailleurs, qu'on est plutôt dans une phase de reconsolidation, notamment dans le bilatéral. Le fait d'être dans un volapuc, comme aurait dit le général de Gaulle, les traumatiser un peu, il y a un vrai renforcement des liens bilatéraux, alors même qu'on est en phase de Brexit. Donc il y a plein de curiosités et de contradictions dans la position britannique telle qu'elle s'exprime sur des secteurs, alors peut-être pas comme le secteur maçonnique, où évidemment la question est très forte, mais quand ils ont suspendu les relations avec la GLNF, je ne ferai ici aucune révélation historique, mais la diversité des, entre guillemets, consultants consultés par la Grande Loge Unie d'Angleterre pour comprendre quelque chose à la situation du paysage maçonnique français était très, très, très irrégulière. Et surprendrait. Et surprendrait beaucoup. Donc non, je pense que c'est au contraire. Leur départ est plutôt un signe de rapprochement. C'est bizarre, hein, c'est contre-intuitif, mais entre autres.
Une Ce petite que question. je crois, pour simplement achever en 2 mots de répondre à la question qui vient d'être posée, c'est que des événements comme celui d'aujourd'hui, par exemple, sont des événements très intéressants parce qu'ils permettent à des maçons anglophones, je dis délibérément anglophones pour dire à la fois américains ou anglais et français ou francophones, d'échanger de manière distanciée, c'est-à-dire en n'étant pas représentant d'une institution. En s'intéressant simplement au phénomène maçonnique et même en essayant de prendre une distance académique par rapport au sujet. Eh bien, je l'ai vu notamment à Cambridge au mois de septembre de l'année dernière. J'étais à Cambridge avec très peu de Français. Mais voilà, il y a des moments où il est possible d'échanger sur ces questions-là. Et je pense que ça ne passe pas par les institutions, ça passe par les relations personnelles entre les francs-maçons. Et je crois que sur ce plan-là, on est plutôt dans un développement des relations personnelles que dans une involution. Oui, j'avais une petite question dans la suite de ça, finalement. À vous écouter, je me suis demandé comment ça se fait que la construction de l'Europe, de l'Union européenne, qui existe quand même, qui est là, qui a des institutions, qui a des interactions importantes, évidemment, au niveau géopolitique, et donc qu'on pourrait imaginer que tout ça se retrouve à un moment dans la maçonnerie. Et on a l'impression pourtant que le mouvement maçonnique européen est passé complètement à côté de l'Europe. Est-ce que c'est vrai d'abord? Et puis, est-ce que c'est inéluctable? Et qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Merci. Alors, ça n'est pas vrai, à tel point même que d'ailleurs au moment des grands traités, certes repoussés par référendum en France, mais pas seulement, le président Giscard d'Estaing, qui présidait la commission sur la Constitution européenne, on avait été réduit ou obligé à rencontrer 2 grands maîtres français pour essayer de contourner un blocus à l'intérieur du concilium, c'est-à-dire de l'espace où étaient représentés tous les pays, des représentants des parlements, etc., parce qu'il y avait un bloc maçonnique laïque tellement puissant et tellement agissant qu'ils n'arrivaient pas à avancer sur des sujets qui n'apparaissaient pas comme centraux à l'époque, mais la reconnaissance des églises, l'article K50 du traité d'Amsterdam, le traité de Nice, c'est-à-dire chaque fois des trucs qui étaient plus ou moins votés, plus ou moins immédiatement corrigés sur la mobilisation de francs-maçons belges, portugais, italiens, espagnols, français, de l'Est de l'Europe, pour ceux qui étaient déjà dans le processus. Et donc, ils étaient extraordinairement surpris par l'existence d'une internationale maçonnique à l'intérieur de l'outil qui était censé justement traiter de ces questions. Je dirais que d'ailleurs, c'est le seul moment probablement où l'Europe des peuples a trouvé une voie, et pas seulement l'Europe des marchands, ce qui explique peut-être que nous ne parlons pas toujours de la même Europe. Voilà. Alors, il y a par ailleurs plein d'outils européens de relations intermaçonniques ou interobédientielles. Voilà, ils permettent des rencontres. Le bilatéral fonctionne en général mieux. Chacun d'entre nous connaît la qualité des relations qui existent, notamment avec nos frères belges, ou nos frères portugais, ou nos frères espagnols. L'Italie, c'est toujours un peu plus compliqué. L'Allemagne, c'est une sorte de mystère. La Grande-Bretagne, eh bien, disons qu'on se cause, mais que nous n'agissons pas ensemble. Hein, ça, c'est à peu près clair. Les Nordiques, il n'y a quasiment rien, à ma connaissance, de très développé, mais on a des frères qui ont des très bonnes relations avec les Danois ou les Hollandais, ce qui permet de retrouver d'ailleurs des pièces de musée qui viennent enrichir la recherche maçonnique et les numéros spéciaux de Renaissance traditionnelle de temps en temps, parce qu'on y découvre des choses absolument extraordinaires. Donc il y a des relations académiques, il y a des relations de recherche, il y a des relations parfois sur le rituelique, il y a des enjeux sur la construction européenne à des moments extrêmement importants de l'histoire, notamment au moment de la Constitution européenne, mais on ne peut pas dire que ce soit ni permanent, ni structuré, ni stable. Et plus on revient à l'interobédientiel, moins c'est existant. Alors juste avant de terminer, pour cette question-là, je voudrais terminer par une petite anecdote amusante qui montre que l'Europe est parfois un révélateur des idées reçues que les maçons français peuvent avoir. Il se trouve qu'il y a quelques années de cela,
le Premier ministre britannique à l'époque était Tony Blair, une proposition a été faite par le Parti travailliste, par les députés européens du Parti travailliste anglais, visant à obliger les fonctionnaires européens qui étaient francs-maçons à s'identifier, j'allais presque dire à se dénoncer. Il faut savoir que en Angleterre, en Grande-Bretagne, sur le plan politique, c'est plus souvent, pas toujours, mais c'est plus souvent dans l'aile gauche du parti travailliste qu'on trouve l'antimaçonnisme, alors qu'en France, traditionnellement, c'est plutôt dans la partie très à droite de l'échiquier politique qu'on trouve les antimaçons. Un maçon français va spontanément penser que l'ennemi politique, c'est l'extrême droite. Eh bien, en Angleterre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc l'initiative, qui est une initiative de suspicion à l'égard des francs-maçons, est venue du Parti travailliste. La mesure est venue en discussion devant le Parlement européen. Et elle a été repoussée. Et quand on a analysé les votes, les députés européens du Parti travailliste anglais ont été très surpris parce qu'ils se sont aperçus que le vote qui a permis le repousser, la mesure, c'est essentiellement le vote des membres du groupe socialiste européen, qui regroupe toutes les nationalités, mais évidemment dont un bloc important était constitué de Français. Tout simplement parce que parmi ces Français, il y avait beaucoup de francs-maçons. C'est-à-dire que les membres un peu extrémistes du Parti travailliste anglais ont découvert qu'en France, l'antimaçonnisme est de droite et que les maçons étaient, en tout cas dans le monde politique, étaient plutôt à gauche, et que c'était un peu l'inverse de l'Angleterre. Et ce que je veux simplement dire, c'est que cette histoire-là, qui s'est bien terminée, est tout de même une illustration de la relativité des cultures maçonniques, et qu'il n'y a pas d'opinion politique maçonnique comme ça absolue, ni même de tendance majoritaire de l'opinion politique des francs-maçons. Il faut me dire de quel franc-maçon il s'agit, de quel pays et à quelle époque. Alors effectivement, je dirais sous l'Empire, les francs-maçons français sont bonapartistes. Voilà. Et en France aujourd'hui, bon, on montre que, comme à peu près à toutes les époques, les francs-maçons sont quand même des gens modérés. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que cette histoire-là a été un révélateur du fait qu'il n'y a pas une franc-maçonnerie universelle suspendue comme ça dans l'air. Il y a des identités et des cultures nationales qui se retrouvent juste dans l'expression politique au sein de chaque franc-maçonnerie. Et je vous souhaite donc désormais d'excellentes agapes, quelle que soit la nature de celle-ci, avec ou sans gluten, en vous remerciant de votre attention, en nous excusant pour les absents, et en soulignant que nous étions là, et en vous proposant de nous retrouver ultérieurement dans les nombreuses autres tables rondes, dont celle dont vous a parlé Roger tout à l'heure. Et tout recommence à 14h. Bon appétit.